Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités très variées cette semaine-ci. Nous avons une update par exemple par rapport à la situation Unity. On a aussi des news par rapport à Twitter ou X si vous préférez. Nous avons des news aussi au niveau de Apple, une update par rapport à la sortie de l'iPhone 15, des news Microsoft, des news carte graphique, des news à peu près de tout. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Infomax et leur PC gamer Prehistory. Ce PC a pour but de vous en donner un maximum pour votre argent. Il utilise notamment le nouveau Ryzen 5 7500F d'AMD, qui est basiquement aussi puissant qu'un 7600, mais pour moins cher. Il a une carte mère en A620M, qui est largement suffisante pour la plupart des gens, avec 16Go de RAM en DDR5, et aussi une carte graphique de chez AMD, qui est une RX 6700 de 10 Go en GDDR6. Vous avez un SSD de 1 Tera, une alimentation FSP Hyper Pro de 700 watts, et tout ça dans un boîtier Xigmatech Oreo, qui est un joli petit boîtier. C'est donc une bonne petite config pour jouer en 1080p sans se ruiner. Et si vous voulez, je vous rappelle que Infomax a évidemment un configurateur sur leur site où vous pouvez personnaliser n'importe quelle config qu'ils vendent. Donc si vous voulez plus de SSD, une meilleure carte graphique, plus de RAM, tout est possible. N'hésitez donc pas à découvrir cette config et toutes les autres configs de chez Infomax en suivant le lien dans la description. Encore un grand merci à eux d'avoir sponsorisé ce début de vidéo et continuons avec le Texama Show. Première news, c'est le fait que Unity est revenu en arrière sur leur changement au niveau des prix et de ce qu'ils allaient facturer aux développeurs qui utilisent leur moteur de rendu, suite à évidemment énormément de gens qui ont juste dit qu'est-ce que c'est que ça. Vous avez beaucoup de développeurs qui se sont plaints. Et ils avaient raison de se plaindre, et aussi la communauté de manière générale. Je vous rappelle que énormément de jeux utilisent Unity, apparemment même, je ne savais même pas, mais apparemment même Genshin Impact utilise Unity, donc c'est juste abusé quand on y pense. Dans tous les cas, ils sont revenus en arrière, ça ne change pas le fait que maintenant la confiance est totalement cassée. Ils avaient déjà un petit peu cassé la confiance, voilà. Il me semble que ça fait plusieurs années où ils avaient déjà fait des changements, où les gens étaient en mode qu'est-ce que vous faites ici? Et là, pour moi, si vous utilisez Unity, ça va juste vous inviter, même si les choses sont devenues meilleures, ça va juste vous inviter à passer à un autre moteur de rendu. Même si évidemment, rien ne garantit que ça ne va pas arriver à un autre moteur de rendu dans le futur. Parce que Unity, quand ça a commencé, c'était génial. Et puis, c'est les gens qui dirigent Unity qui ont changé. Et c'est ça qui a amené justement le nouveau CEO d'Unity depuis quelques années, qui est un ancien CEO l'ancien CEO de EA. Et on sait très bien que EA, leur seul but dans la vie, c'est juste faire un maximum d'argent et de tirer un maximum d'argent de leurs utilisateurs. Bref, dans tous les cas, la confiance est cassée, donc on verra bien ce que certains développeurs vont faire. En attendant, ils sont revenus en arrière sur les changements. C'est une bonne chose. Ils ont écouté la communauté, même si évidemment c'est parce que la communauté les a un petit peu forcés. Déjà, si vous avez Unity Personal, le taux de revenu que vous pouvez générer est passé de 100 000 à 200 000 dollars. Et aussi, très important, si votre jeu fait moins d'1 million de dollars dans les 12 derniers mois, vous ne devrez pas payer de nouveaux frais. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est plus pour les petits jeux indés. Maintenant, pour ceux qui ont des plus gros jeux, et aussi d'ailleurs, vous ne devrez plus mettre Made with Unity quand votre jeu se lance. Ça, pour moi, c'est pas un énorme problème, même si c'est toujours mieux d'avoir le choix. Dans tous les cas, Unity Pro et Unity Enterprise, donc là, c'est vraiment pour c'est les plus gros studios de développement. Si vous n'upgradez pas vers la nouvelle version d'Unity, vous ne devrez pas accepter les nouveaux termes d'utilisation. Donc vous pourrez rester sur les anciens termes d'utilisation, l'ancienne façon de justement payer à Unity pour le fait d'utiliser leur moteur de rendu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Évidemment, pour ceux qui veulent absolument upgrade parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont besoin ou autre chose, mais là, ils devront accepter les nouveaux termes d'utilisation. Ils les ont toutefois changés. Donc, notamment le fait que maintenant, ce sera soit 2,5% de vos revenus que vous devrez payer à Unity, ou soit vous devrez payer quelque chose qui est calculé selon l'engagement des joueurs. Donc, certainement les téléchargements, ce genre de choses. Et vous payerez seulement le plus bas des deux montants. Donc, si l'engagement des joueurs génère moins que 2,5%, ben vous payerez ça, selon l'engagement des joueurs. Mais si l'engagement des joueurs rapporte plus que 2,5%, vous pourrez juste payer 2,5%. Donc c'est le plus bas des deux montants que vous payerez à chaque fois. Et, très important, l'engagement des joueurs, justement, sera calculé selon les données données par les développeurs. Donc ce sera plus Unity qui... Oh,
tu as 10 000 téléchargements, ben, tu nous payes autant. Non, c'est le développeur qui dit, OK, j'ai eu autant de téléchargements, il y a autant de gens qui ont vraiment joué au jeu, il y a autant de gens qui ont acheté des trucs. Voilà, calculez le montant que je dois vous payer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, évidemment, même si c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Donc globalement, il y a un peu une solution pour tout le monde. Je pense que si vous avez Unity personnel, tant que vous ne générez pas $1 million, ça devrait aller. Même si ça peut vite aller, $1 million. Il y en a qui vont être en mode, oh, 1 million. Et le truc, c'est que si vous vendez des jeux à 30 €, ça peut aller très vite, même si la plupart du montant de ces 30 €, vous ne les touchez pas en fait. C'est juste des frais, peut-être d'hébergement, de tout en fait. Donc aussi bien votre marge sur les 30 € est à peine 2 €. Vous avez aussi le fait que Steam va prendre sa part. Donc vous pouvez vite atteindre 1 million de chiffre d'affaires avec une entreprise. Donc ça, c'est vraiment pour les petits jeux indés. C'est quand même aussi une bonne chose que ceux qui ne veulent pas upgrade, peut-être ceux qui ont déjà un jeu fini depuis pas mal d'années, qui a juste des petites updates de temps en temps pour corriger des bugs, bien eux pourront juste rester sur l'ancienne version et ne devront rien payer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis ceux qui veulent upgrade, évidemment, ils ont quand même le choix. Alors je ne sais pas trop ce que ça donne ces nouveaux revenus, enfin ce nouveau pourcentage de revenus. 2,5% personnellement me paraît honnête, vu que faire un moteur de rendu est quand même pas mal de travail. Donc si tout le moteur de rendu est fait pour vous et que vous devez juste payer 2,5%, ça me paraît raisonnable. Après, je ne suis pas développeur, je ne sais pas les coûts qui sont derrière pour eux, donc je ne saurais dire. Mais ça me paraît plus raisonnable en tout cas que les anciens coûts, notamment sur le fait qu'ils étaient calculés sur le nombre de personnes qui téléchargeaient votre jeu, ce qui peut être massif pour les jeux, je vous rappelle, free-to-play, où là, les gens peuvent juste télécharger comme ils veulent. Bref, dans tous les cas, c'est une bonne chose qu'ils soient revenus en arrière, mais la confiance est totalement cassée, donc je ne pense pas que ces changements vont forcément résoudre la situation pour Unity. Pour moi, ça va juste pousser certains développeurs à passer sur d'autres moteurs de rendu, ou même faire leur propre moteur de rendu, ce qui ne serait pas étonnant, ou même peut-être que des personnes... Ça va forcer certaines entreprises à se dire « Hey, moi, je vais faire mon propre moteur de rendu et je vais le rendre disponible à tout le monde. » Ce serait tout à fait possible. Et du coup aussi, on pourrait se dire « Oh, ben, les gens peuvent passer par exemple sur Unreal Engine. » Unreal Engine est génial en ce moment, mais rien ne garantit que le CEO de Unreal Engine ne devienne pas quelqu'un qui adore l'argent comme ça aussi et qui mette des conditions complètement horribles. On l'a vu avec Reddit, on l'a vu avec techniquement aussi Twitter, ce qui a poussé les applications tierces à juste fermer vu que les coûts d'API étaient trop importants. Donc ça peut arriver à tout le monde, donc yep. Pour moi, même si vous passez à un autre moteur de rendu, ça ne vous protège pas de tout ça. Donc peut-être que la meilleure solution, c'est de faire son propre moteur de rendu. Il doit y en avoir des open source qui existent aussi. Très certainement, il doit y en avoir des open source, mais j'en connais pas personnellement parce que je ne suis pas développeur. Ensuite, on a une petite news très rapide sur X ou Twitter si vous préférez. Et par rapport à ce qu'a dit Elon Musk, il a dit que si ça continuait, il devrait certainement faire payer Twitter par mois aux gens. C'est dû au fait, et ce n'est pas nouveau en réalité, il en avait déjà parlé par le passé, mais ce serait dû au fait qu'il y a énormément de bots sur la plateforme, et ça c'est vrai, je peux vous le garantir, il y a une énorme quantité de bots sur Twitter, encore même à l'heure actuelle, après beaucoup de changements. Et du coup, si vous faites payer les gens par mois pour utiliser Twitter, par exemple, je sais pas moi, 1 ou même $2, ben, les bots coûteraient beaucoup plus cher à entretenir et du coup, ce serait plus très rentable d'en avoir. Donc, forcément, ça réduirait énormément la population, même s'il y en aurait toujours, évidemment. Donc, ici, je vois qu'il y a réellement un problème. Hein. C'est réellement un problème sur Twitter ou X qui doit être réglé. Maintenant, est-ce que la solution de faire payer par mois sera la plus idéale? Le problème avec ça, évidemment, c'est le fait que déjà, pour payer par mois, vous devez donner des informations de paiement. Et certaines personnes ne veulent pas donner des informations de paiement à n'importe qui. Ça semble logique. Vous avez aussi le fait que y a des gens qui n'ont pas d'argent par mois pour payer pour Twitter. Même s'ils l'utilisent beaucoup, ils n'ont juste pas l'argent. Il y a certaines personnes qui ont déjà du mal à payer pour Netflix pour des séries de haute qualité, enfin des fois de haute qualité, pas toujours, mais des séries qui demandent beaucoup de budget. Alors, pourquoi payer pour Twitter pour certaines personnes? Donc, ouais, surtout quand la plupart des réseaux sociaux sont totalement gratuits, mais il y a des gens qui ne veulent pas forcément payer. Mais il y a réellement un problème de bot. Donc, c'est aussi... Quelle est la meilleure solution? Réduire énormément la quantité de gens qui utilisent la plateforme
mais se débarrasser des bots, ou continuer d'avoir énormément d'utilisateurs gratuits, mais aussi énormément de bots. C'est un petit peu choisi choisis ton poison en quelque sorte. Qu'est-ce que tu préfères le plus? Ma foi, on verra bien ce que ça donnera à ce niveau-là. Elon Musk, clairement, fait un petit peu ce qu'il veut avec X. Bon, en même temps, il a acheté, donc il fait ce qu'il veut avec. Mais bon, ça ne garantit pas forcément que les gens resteront dessus, surtout s'ils doivent payer. Personnellement, si je devais payer pour utiliser Twitter, je ne suis pas garanti. Même s'il y a le fait qu'il y a évidemment les comptes Twitter Blue qui sont devenus X Premium. Oui, ça ressemble à autre chose totalement, très honnête. Si vous avez X Premium, vous pouvez techniquement générer de l'argent avec votre compte Twitter, ce qui est quelque chose que je pourrais faire en tant que créateur de contenu. Si je postais par exemple des shorts sur la plateforme, en plus de poster sur YouTube, techniquement je pourrais peut-être générer des revenus et justifier de payer justement X Premium. Mais à voir. Le truc c'est que si la plateforme devient payante, la quantité de générer la chance de générer des revenus pourrait largement diminuer. À part si peut-être, et ça pourrait être intéressant, si justement les gens doivent payer, je sais pas moi, 3 dollars par mois pour utiliser la plateforme, si une partie de ces 3 dollars reva aux créateurs de contenu sur Twitter, ça pourrait permettre de générer, vous voyez, un écosystème. Même s'il y aurait moins d'utilisateurs forcément, peut-être que le fait qu'il y a plus de chances pour que ces créateurs de contenu puissent gagner des revenus, eh bien, ils iraient sur la plateforme et créeraient du contenu et ça inviterait les gens à aller forcément dessus. Il y a des plateformes qui sont totalement payantes et qui réussissent très bien parce que les gens veulent ce contenu qui est créé dessus. Même s'ils ont moins d'utilisateurs que d'autres plateformes, ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas à réussir pour autant. Donc, ouais, c'est clairement une autre façon de voir. Hein. Le modèle totalement gratuit, où les gens sont le produit, et le modèle payant, où là, les gens ne sont plus le produit, ils payent pour un produit. Chacun a ses valeurs, chacun a ses mérites. Maintenant, seul le temps nous dira si ça réussira. Personnellement, je ne sais pas trop. Je pense que le pire truc qui a été fait ces derniers temps sur Twitter, de toute façon, pour moi, c'est le changement vers X. Parce que X est trop générique comme nom. Et surtout, quand les gens entendent X, ils pensent à totalement autre chose. On va être très honnête. Si je vous dis que j'ai un compte X, vous pensez à autre chose. Alors que Twitter, avant, avait une très, très forte identité. Genre, même moi, mes parents, quand je disais tweet, ils savaient exactement de quoi je parlais. Ils savaient que je parlais de Twitter. Maintenant, si je dis que je fais un post sur X, ils sont en mode de quoi tu parles. Et même dans quelques années, ils ne sauront probablement pas de quoi je parle. Donc personnellement, ça c'était certainement l'un des pires changements faits sur la plateforme. Donc à voir si ce changement-là aussi sera une bonne décision. Ensuite, on a les nouveaux iPhone 15 et 15 Pro qui sont sortis. Il y a toujours des petites controverses dès la sortie des nouveaux iPhones à chaque fois que les gens les ont en main. La première controverse déjà avec un petit peu le fait que techniquement les prix ont augmenté, surtout en Europe, donc ça voilà. Nous avons aussi le fait que le 15 Pro Max notamment avait été testé par Jerry Rig Everything, qui est un gars qui teste la durabilité des smartphones, et il fait un test où il prend les smartphones et puis il essaye de les plier, et il l'a fait avec le 15 Pro Max, et le verre arrière a juste totalement cassé directement, parce que certainement le châssis en métal est tellement rigide, en titane, que il ne plie pas en fait. Et du coup, ce qui a pris la force de quand il a essayé de plier en mettant ses pouces, notamment en dessous du verre, c'est le verre en fait. Alors, la plaque de verre est plus facile à remplacer qu'avant et coûtera moins cher, mais ça pourrait indiquer que des fois, dans certaines situations, elle pourrait casser parce que le châssis est trop rigide. C'est notamment le cas quand vous y pensez des voitures. Les voitures le pare-choc d'une voiture est fait exprès pour s'écraser, pour capturer l'énergie de l'impact. S'il était trop résistant, mais l'impact d'énergie serait transmis plus loin, par exemple, aux habitants de la voiture. Donc des fois, avoir de la flexibilité n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc là, à voir si le châssis en titane se justifie. Évidemment, l'avantage du châssis en titane, c'est qu'il y aura moins de bosses sur le châssis en tant que tel, surtout qu'ils ont changé la finition, donc il y aura moins de griffes aussi dessus. Mais à voir si c'était vraiment nécessaire de passer à du titane ou si juste de l'aluminium est largement suffisant en fait. Bref. Et ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc aussi, c'est que les gens ont testé les caméras et finalement, les caméras semblent être, le setup caméra, surtout du 15 Pro Max, semble être vraiment pas mal. Il y a évidemment des petits défauts, notamment quand vous passez de x3 à x5. Juste avant d'arriver au x5, comme vous n'avez pas un capteur dédié pour ça, vous êtes juste en train de zoomer sur un capteur principal. Donc là, la qualité d'image n'est pas aussi bonne.
alors qu'avant il y avait un x3 dédié, mais comme ils ont un x5, maintenant vous avez beaucoup plus de, évidemment, portée avec ce x5. Donc c'est comme je l'ai dit quand j'en ai traité, c'est que c'est pas vraiment un upgrade, c'est plus un changement, donc à voir selon vos préférences. Il y a aussi les rumeurs comme quoi le S24 Ultra, qui sort début d'année prochaine, pourrait avoir un nouveau capteur x3 de 50 mégapixels en plus du x10, donc ça lui permettrait de couvrir l'espace un petit peu jusqu'à x5 certainement, et de concurrencer davantage l'iPhone. Donc à voir quelle solution est la meilleure, mais une chose est sûre, ces nouveaux iPhones, la vraie grosse upgrade, ça reste l'USB Type-C, on va être honnête. Mais pour les 15 Pro, ils sont un petit peu meilleurs au niveau photo qu'on ne le pensait, donc ça c'est plutôt une bonne chose, je suppose. Si vous êtes prêt à l'acheter toutefois, parce qu'il coûte la peau des fesses. En parlant de la peau des fesses, Apple a payé beaucoup d'argent et utilisé beaucoup d'ingénieurs pour faire quelque chose qui n'a rien donné pour le moment. Donc c'est le parfait exemple de « Hey !» Quand les gens voient un problème, ils sont en mode « Ah, il y a ce problème-là. » Ils ne pourraient pas juste payer, à mettre des ingénieurs dessus et puis régler le problème. Ben voilà, c'est l'exemple de pourquoi des fois ça ne marche pas du tout. Vous pouvez payer des milliards de dollars, mettre les meilleurs ingénieurs et vous n'arriverez pas forcément à régler le problème. Et là, c'est le problème du modem de l'iPhone. Jusqu'à maintenant, les iPhones utilisent un modem de chez Qualcomm et Apple, vous devez le savoir, aime bien avoir tout fait par eux-mêmes. Donc notamment, ils voudraient que la puce, donc leur puce, soit faite par eux-mêmes, c'est déjà le cas. Ils voudraient que même les écrans soient faits à terme par eux-mêmes, comme ça ils maîtrisent tout. Et une de ces pièces qu'ils veulent faire par eux-mêmes, c'est le modem. Donc le modem qui gère la connexion 4G, 3G, même la 5G. Et du coup, ils ont investi depuis quelques années des milliards de dollars et surtout beaucoup de ressources au niveau ingénieur pour développer leur propre modem. Sauf que ce modem, qui aurait dû certainement être utilisé pour le 15 et le 15 Pro, les iPhone 15 et 15 Pro, n'est pas là. Et apparemment, ce serait dû au fait que les performances ne sont pas assez bonnes. Le modèle Qualcomm est juste meilleur. Il est aussi plus compact et plus efficace au niveau énergétique. Donc, basiquement, des milliards d'investis, des millions d'heures certainement d'ingénieurs, et pour le moment, rien de très concluant. Ils finiront certainement par y arriver, peut-être, mais ça vous prouve que même une société comme Apple, qui a juste des ressources illimitées, on peut le dire, et certainement ils peuvent aller engager les meilleurs ingénieurs aussi, c'est Apple. Si vous êtes ingénieur dans tout ce qui est télécommunication et Apple vient vous recruter pour des énormes sommes d'argent, vous allez dire oui, forcément. Et juste, même avec toutes ces ressources, ils n'arrivent quand même pas à faire quelque chose que d'autres entreprises arrivent à faire. Donc ça vous prouve que des fois, juste avoir jeté de l'argent et des ingénieurs à un problème ne fixe pas le problème. Une autre petite news aussi, pas forcément bénéfique pour Apple, c'est le fait que iFixit, qui est le site qui vous permet de voir un petit peu si les téléphones et autres appareils sont faciles à réparer, a diminué le score de réparabilité de l'iPhone 14 notamment. Il est passé de 7 à 4. Et c'est dû au fait que, notamment avec le 15 et 15 Pro, Apple, même si leurs iPhones sont faciles à réparer, en quelque sorte, même si vous devez utiliser 4 tournevis différents, parce qu'il y a 4 vis différentes, le problème, c'est que même si tout est modulaire, beaucoup de ces pièces, si vous les remplacez, sont genre hard-codées dans l'iPhone. Ou en tout cas, vous devez dire à l'iPhone, « Hey, j'ai mis un nouveau capteur, je sais pas moi, Face ID, voici son ID et tout ça. » Voilà, maintenant il est enregistré dans la base de données, il fonctionne. Et c'est en partie dû à la sécurité. C'est compréhensible pour Face ID, mais il y a des trucs où juste vous dites, mais pourquoi je ne peux pas juste utiliser de nouvelles pièces ? Il y a vraiment des fois, vous remplacez une pièce et l'iPhone est juste en mode, non, tu n'utilises pas une pièce qui est reconnue par nous, et du coup, vous avez ce genre de message. Par exemple, pour la caméra, pour la batterie ou pour juste l'écran. Donc, si vous n'utilisez pas une batterie officielle Apple, ou en tout cas une batterie qui considère comme officielle, vous pouvez avoir ce genre de message et les fonctionnalités de votre iPhone peuvent être diminuées. Donc c'est pour ça qu'ils ont diminué le score de 7 à 4. Même si l'iPhone est plus facile à réparer, le fait qu'il y a ces verrouillages numériques, on peut le dire, ces DRM, eh bien ça rend la réparation beaucoup plus complexe. Donc au final, les seules personnes qui profitent à la réparation, c'est Apple eux-mêmes, parce qu'ils sont plus faciles à réparer les iPhones, et vu qu'eux, ils maîtrisent tout au niveau des DRM,
mais ils n'ont aucun problème. Donc ça force les gens à aller faire réparer leur iPhone chez des réparateurs officiels, dont Apple, plutôt qu'un petit réparateur du coin de la rue, ou même vous-même si vous achetez les pièces. Et ça, c'est une mauvaise chose pour le droit à la réparation. Donc là, ça montre encore une fois que même si Apple est toujours en mode «Oh, la nature, on pense à la nature», ils ont même fait, je vous rappelle, pendant la présentation de l'iPhone, ils ont fait une vidéo, tout un sketch où il y a Dame Nature qui arrive, qui est en mode «Qu'est-ce que vous avez fait pour la nature?» Et même s'ils font tout ce speech-là, à côté de ça, ils rendent les iPhones techniquement compliqués à réparer. Et du coup, s'ils sont compliqués à réparer, il y a plus de chances que les gens juste décident de les jeter, ou en tout cas de les revendre, ou juste de s'en débarrasser. Donc, yep, ça montre qu'il y a vraiment un problème de mentalité, selon moi, chez Apple. Ils doivent passer au fait que ce soit facile de réparer. Ou en tout cas, même s'ils n'autorisent pas les gens à réparer eux-mêmes, les réparateurs officiels, ou en tout cas les réparateurs certifiés, pas par Apple, je dis certifiés. Genre, si vous avez vraiment un magasin avec une licence dans un pays pour réparer des smartphones, vous devriez avoir accès aux outils d'Apple pour justement reconfigurer Face ID ou ce genre de choses. Donc, oui. Bref, dans tous les cas, pour moi, il y a des choses qui peuvent être améliorées et je suis content qu'iFixit ait changé leur score parce que ça montre que même si ça peut paraître simple à réparer un iPhone, à cause de ces verrouillages numériques, c'est beaucoup plus complexe. Ensuite, une petite bonne news pour ceux qui utilisent Android. Dans la dernière bêta d'Android, ils ont rajouté une fonctionnalité qui permet d'utiliser votre téléphone comme webcam. Alors, c'est quelque chose qui est déjà présent sur iPhone. Donc ça, c'est un petit peu étonnant quand on a des fonctionnalités qui sont d'abord sur iPhone et puis qui arrivent sur Android, mais des fois, ça arrive. Et du coup, ça requerra cette nouvelle bêta, ou ce sera dans la prochaine version d'Android qui devrait sortir fin d'année. Donc, ou même peut-être ce sera pour celle de l'année prochaine, on verra bien. En tout cas, ça arrivera bientôt. Et du coup, ça vous permettra de, quand vous branchez votre téléphone à un ordinateur, vous avez souvent ce message qui dit «Hey, qu'est-ce que tu veux faire avec l'ordi? Est-ce que tu veux juste recharger le téléphone? Est-ce que tu veux transférer des images?» Ou maintenant, vous aurez une option «Utiliser comme webcam». Et du coup, dans les paramètres de Windows, votre téléphone sera affiché comme webcam et vous pourrez l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Surtout dû au fait que les téléphones sont bien meilleurs webcam que la plupart des webcams. Donc pourquoi pas les utiliser pour ça en fait. Donc ça, je sais qu'il y a des logiciels qui existaient déjà sur Android qui permettaient d'envoyer la webcam même en sans fil. Mais là, la voir directement dans Android avec un câble, en plus ça gardera votre téléphone chargé en même temps et ça vous donnera la meilleure qualité d'image. C'est bien mieux que les solutions un petit peu bricolées du moment. Donc une bonne chose, même si ça aurait dû arriver en 2020. Je pense que ça aurait été beaucoup plus utile pour la plupart des gens en 2020, quand tout le monde avait besoin de webcam. Ensuite, on a une petite news par rapport à Microsoft. La semaine dernière, j'avais parlé du fait qu'ils avaient update leur Surface Laptop Studio, c'est ça, oui, qui est le truc qui se plie dans tous les sens, qui est hyper puissant, mais aussi hyper cher. J'avais pas vu aussi qu'ils avaient update leur Surface Laptop Go 3, celui qui est déjà un peu plus intéressant, parce que ça, c'est leur ordinateur portable le plus abordable. C'est un petit peu leur MacBook Air, il a un écran de 12,4 pouces. Le but, c'est vraiment ici d'avoir un ultrabook très compact que vous pouvez utiliser pour l'école ou autre chose. Et il a toujours été assez abordable, surtout si vous avez une réduction étudiant. Le truc, c'est qu'avec cette dernière version, ils ont augmenté le prix. Donc maintenant, il est à 899 euros pour des specs qui... Les specs sont pas dégueulasses. Vous avez ça démarre à un Core i5 12035U qui est basiquement 12e génération. Vous avez 8 ou 16 Go de RAM, un SSD amovible, donc ça c'est important, amovible de 256 Go, donc vous pouvez l'upgrade par vous-même techniquement, donc ça c'est une bonne chose, surtout comparé à Apple. Un écran de bonne qualité, mais 12,4 pouces, donc ça peut être limitant pour certaines personnes, et surtout un poids très contenu de 1,13 kg. Donc c'est vraiment fait pour les gens qui veulent quelque chose d'ultra compact, pour surtout l'école. C'est comme ça qu'ils l'ont designé. Ils l'ont aussi designé comme ça ils peuvent en vendre beaucoup aux écoles en fait. Ils peuvent en vendre des batchs de 10 000, 1000. Vous voyez, genre ils vont voir une école, ils sont en mode tu peux m'acheter 1000 laptops comme ça pour tous les étudiants, let's go. C'est le but de cet appareil. Mais vous pouvez quand même l'acheter par vous-même sur leur site si vous voulez. Et le fait qu'ils ont augmenté autant le prix, ouais, je suis pas convaincu. C'est toujours moins cher techniquement qu'un MacBook Air pour les mêmes specs, mais le MacBook Air durera bien longtemps, bien plus longtemps niveau batterie. Là aussi, un écran un peu plus grand. Donc,
je comprends pas ce que la stratégie de Microsoft ces derniers temps. Genre, ils sont en mode, hey, on va être comme Apple, on va charger les mêmes prix, mais on n'a pas la même qualité. Enfin, la qualité est techniquement la même, mais c'est pas aussi bien. Genre, la durée au niveau batterie n'est pas aussi bonne qu'un MacBook Air. Il y a pas mal de choses qui sont pas aussi bien qu'un MacBook Air. Même s'ils ont le SSD amovible, ce qui est une bonne chose, vous pouvez quand même pas changer la RAM ou ce genre de choses. Donc, je comprends pas trop la stratégie de Microsoft ici. Soit vous faites mieux qu'Apple pour le même prix, ce qui n'est pas forcément le cas ici, ou soit vous faites moins cher en fait. Mais vous vous amusez pas à faire le même prix et un appareil moins bon que ce que fait Apple. Ça n'a juste aucun sens. Donc ouais, je comprends vraiment pas leur stratégie. Ensuite, on a une news par rapport à Intel. Justement, ils vont sortir des nouveaux processeurs d'ordinateurs portables fin d'année qui auraient pu être utilisés dans le Surface Laptop. Mais bon, Microsoft aime bien utiliser des vieux trucs. Dans tous les cas, c'est Meteor Lake. Et ici, la nouveauté n'est pas au niveau même de l'architecture utilisée. Non, c'est la façon dont est designé le processeur. Et là, Intel prend exemple sur AMD parce que ces processeurs vont utiliser des tiles qui sont basiquement différents morceaux de silicium gravés dans différentes usines et remis sur le même package. Donc un petit peu comme le fait AMD avec le fait qu'ils ont plusieurs morceaux de silicium avec des cœurs dessus et puis ils mettent un morceau où il y a tout ce qui est un petit peu gestion du PCI Express ou tout ça, eh bien ici, Intel va encore plus loin. Ils vont avoir un graphic tile qui du coup sera séparé, qui sera fabriqué pour information par TSMC en 5 nanomètres. Puis on va avoir un SoC tile qui sera fabriqué par TSMC mais ici en 6 nanomètres. Et puis vous avez un compute tile qui lui sera fabriqué par Intel avec leur processus de gravure Intel 4. On ne sait pas trop ce que c'est au niveau genre finesse de gravure. Techniquement, c'est du 4 nanomètres, mais c'est juste un nom. Peut-être ça pourrait être du 7 nanomètres. Bref, dans tous les cas, le compute tile, lui, aurait les vrais cœurs haute performance jusqu'à 6 et les cœurs haute efficacité énergétique jusqu'à 8. Et vous avez aussi un I/O tile. Je ne sais pas trop par qui il est fabriqué, lui. Et lui, il gère tout ce qui est I/O, donc sortie-entrée, donc PCI Express, USB, tout le tralala. Et le plus important, c'est que sur le SoC tile, vous avez des cœurs haute efficacité énergétique. Donc là, l'avantage, c'est que, premièrement, comme chaque partie du CPU est fabriquée dans différentes usines, mais c'est beaucoup plus facile de répartir les coûts aussi, parce que forcément, le SoC qui est en 6 nanomètres, ça va coûter moins cher. Vous pouvez peut-être avoir la capacité de production plus facilement. Ça permet aussi Intel d'être plus modulaire, parce que ils n'ont pas assez de capacité de production pour faire l'entièreté du processeur. Donc, s'ils fabriquent juste le compute tile, ils peuvent en fabriquer beaucoup plus, même s'ils ont moins de capacité de production. Le graphic tile, vu que les Intel Arc sont déjà fabriqués par TSMC, ils ont déjà de l'expérience avec ça. Et puis, faire des tiles, comme avec les processeurs AMD, vous permettent de les désactiver quand on n'avait pas besoin. Donc, notamment les processeurs AMD, vous avez bien souvent sur les processeurs, en tout cas de PC fixe, vous avez des complexes, comme ils appellent, c'est basiquement des tiles, de 8 cœurs. Donc, si vous n'avez pas besoin des 16 cœurs, vous pouvez juste utiliser seulement les 8 premiers cœurs et du coup consommer moins d'électricité. Avoir une partie du processeur qui ne tourne pas pour rien. Donc là, c'est la même chose. Si vous n'utilisez pas la partie graphique, peut-être l'ordi en veille, c'est désactivé. Si vous n'utilisez pas les cœurs haute performance, c'est désactivé. Vous avez des cœurs haute efficacité énergétique ici. Donc globalement, c'est une bonne chose. Il n'y a pas vraiment, encore une fois, comme j'ai dit, une nouveauté au niveau architecture même. Il y aura des petites nouveautés, mais ce n'est pas une révolution au niveau architecture. Mais la façon de fabriquer devrait aider au niveau de la consommation, aider au niveau des coûts de fabrication et aussi permettre à Intel de fabriquer justement des nouveaux processeurs plus facilement. Maintenant, le truc qui manque un petit peu selon moi, et c'est le cas, si vous avez déjà eu sous la main un ordinateur portable en 12e génération ou 13e génération, et bientôt peut-être en 14e génération, le problème avec ces ordinateurs portables, surtout ceux qui sont gaming, c'est que c'est pas les meilleurs niveau batterie. AMD fait juste bien meilleur. Et c'est dû au fait, je pense, selon moi, notamment, que beaucoup de tâches continuent d'utiliser les cœurs haute performance. Ils n'utilisent pas les cœurs haute efficacité énergétique parce que peut-être Windows ne les utilise pas correctement, il y avait un problème ou autre chose, mais c'est juste mal utilisé. Et donc, vous avez des ordinateurs, des fois, avec quand même des énormes batteries qui durent 3, 4 heures, 5 heures peut-être, ou peut-être 6 heures,
mais pas beaucoup plus. Alors que les versions AMD, des fois vous avez vraiment le même ordinateur, mais avec Intel ou AMD, et vous voyez que la version AMD genre, dure 2 heures de plus au niveau batterie. Et il y a même des ordinateurs portables full AMD qui durent jusqu'à 12 heures au niveau batterie. Genre des ordinateurs gaming. Bon, évidemment, pas si vous jouez à des jeux vidéo, mais si vous êtes sur le bureau, juste à aller sur Internet, vous pouvez aller jusqu'à 12 heures. Ce qui est une énorme différence, je peux vous le dire, par rapport aux ordinateurs portables gaming Intel qui, des fois, vous êtes juste sur le web et vous allez durer 4 heures sur la batterie, ce qui est vraiment décevant selon moi. Et c'est dû au fait que, oui, il y a une mauvaise utilisation de ces cœurs. Donc, c'est cool de voir ça, mais pitié, Intel, si vous pouviez travailler plus avec Microsoft et que Microsoft rajoute plus d'options à ce niveau-là, ou en tout cas utilise correctement le hardware derrière, parce que vous pouvez aller dans les paramètres Microsoft et dire, hey, mets l'utilisation de la batterie en haute efficacité énergétique. Et vous pourriez vous dire, oh, ben, il va utiliser seulement les cœurs haute efficacité énergétique alors. Nope. Continuera d'utiliser les cœurs haute performance. Vous pouvez utiliser des programmes externes qui vous permettront de dire, hey, je veux que mon navigateur utilise seulement ces 2 cœurs que je sais moi-même sont des cœurs haute efficacité énergétique. Mais vous devez le faire manuellement, c'est pas pratique. Et personne ne le fera comme ça. Genre, la plupart des gens ne feront pas ça, quoi. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que je vais dans les paramètres Microsoft, dans les paramètres de gestion de la batterie, et je dis, hey, j'ai besoin de batterie. Utilise seulement les cœurs haute efficacité énergétique. Ou alors, j'ai un mode où il peut utiliser les cœurs haute performance, mais il essaie quand même de garder de la batterie. Et peut-être aussi un mode haute performance, si j'en ai vraiment besoin. Mais laissez-moi le choix et faites en sorte que ce choix ait un impact réel. Parce que si vous mettez en haute efficacité énergétique, mais que les cœurs haute performance sont toujours utilisés, ça sert à rien, basiquement. Ça sert vraiment à rien. Parce qu'on le sait, les processeurs Intel, les cœurs haute performance sont très performants, mais ils ne sont pas les plus efficaces au niveau batterie. Ils ont tendance à consommer beaucoup de temps, en fait, pour donner cette performance. Mais des fois, vous ne voulez pas la performance. Je veux juste plus de batterie. Donc, ouais. Bref, juste pour dire, même si ce design est très prometteur, il faut que Microsoft suive derrière et l'utilise correctement. Parce qu'à l'heure actuelle, AMD qui utilise pas vraiment des cœurs haute efficacité ou haute performance, ils utilisent juste des cœurs normales haute performance, font mieux que Intel. C'est juste pas logique. Les cœurs haute efficacité énergétique de Intel ne servent qu'à une chose pour le moment. Rajouter plus de puissance multicœur. C'est tout, franchement. Alors sur PC fixe, c'est pas un problème, mais sur PC portable, c'est un énorme problème. Ensuite, nous avons des rumeurs comme quoi la RTX 5090 pourra arriver, et on a même des rumeurs au niveau des specs. Alors ça vient d'un leaker qui avait déjà leaké des choses plutôt concluantes par le passé, donc ça ne sort pas de n'importe où, mais tenez compte, c'est à prendre avec des grosses pincettes parce que cette RTX 5090 pourrait seulement arriver, voire même en 2025, donc à voir. Dans tous les cas, cette 5090 aurait apparemment 50% de cœur en plus, donc de CUDA Core en plus, une bande passante de 52% plus importante, le cache L2 notamment serait 78% plus grand, ce qui est assez logique parce que c'est ce qu'ils augmentent le plus ces dernières années. La fréquence pourrait augmenter de 15% et les performances brutes de la carte pourraient être de 1,7 fois. Ce qui serait assez logique quand on voit par exemple la différence entre une 4090 et une 3090. Je rappelle que le but un petit peu d'NVIDIA, c'est que leur ultra haut de gamme, là, vous avez toutes les upgrades. Hein. Mais c'est plus les cartes milieu de gamme où c'est genre, on a fait un petit peu mieux. Mais le ultra haut de gamme, non, là, ils sont en mode, ils justifient le fait que les gens pourraient l'acheter. Ils mettent tout là-dedans, en fait. Donc là, on aurait jusqu'à 24 000 coups d'accord, plus ou moins, une plus haute fréquence. Et ça pourrait aussi être une des premières cartes graphiques à utiliser la GDDR7. D'où le fait que la bande passante augmente énormément. Elle pourrait être de 32 ou 24 Gbps. Donc ça, il y a beaucoup de variétés ici. Et la bande passante totale pourrait être de 1,54 TB à la seconde. Donc ouais, énorme. C'est juste des rumeurs pour le moment, mais on sait que ça arrive dans le futur proche. Ça vous montre que aussi Nvidia et AMD ne comptent pas laisser une aussi grosse pause qu'il y a eu entre notamment les RTX 2000 et les RTX 3000, où là il y a eu une énorme pause. Les RTX 3000 et 4000, il y a eu moins de pauses, un peu moins d'années entre les deux architectures, mais là il semble accélérer un petit peu les choses, donc c'est bon pour le consommateur d'avoir des nouvelles architectures qui sortent plus vite, parce que ça donne
plus de choix d'upgrade. Mais bon, après, évidemment, il faudra voir aussi ce qu'ils donnent au niveau carte graphique milieu de gamme. Parce que c'est bien d'avoir des 5090 hyper puissantes. Si la 5000, je sais pas moi, 60 est juste 10% plus performante par rapport à une 4060, pour la plupart des gens, ils vont juste être en mode mais. Ensuite, on a une petite update par rapport à la RX 7800 XT qui est plutôt intéressante. C'est justement des tests qui ont été faits par TechTester. C'est elle ici que vous pouvez voir à la fin ici. Elle a une chaîne YouTube. Je vous recommande parce que les tests qu'elle a fait sont hyper intéressants. Ce qu'elle a testé, c'est d'undervolter au maximum une 7800 XT Gaming OC de chez Gigabyte. Et elle a trouvé que, basiquement, elle pouvait descendre à 202 watts de consommation, ce qui est pratiquement la consommation d'une 4070 Thunder Edition, tout en ayant juste un petit peu plus de performance qu'une 4070 Thunder Edition. Ce qui montrerait qu'en fait, AMD, selon moi, gère mal un peu la consommation de leurs cartes. Peut-être qu'ils donnent trop de marge, ils donnent trop de voltage et tout ça, mais que si vous êtes prêt à l'optimiser, en réalité, AMD, avec ses RX 7000, n'est pas si loin de l'efficacité énergétique des RTX 4000. Donc ça, c'est ce moi le plus intéressant. Parce que Nvidia le dit souvent dans leur marketing ces derniers temps avec les RTX 4000. Mais bon, ils s'en vantaient pas trop avec les 3000 qui étaient beaucoup moins efficaces au niveau énergétique, mais vu que les 4000 sont très efficaces, eh bien Nvidia a souvent dit « Hey, les cartes Nvidia sont beaucoup plus efficaces au niveau énergétique que ce que fait AMD. » Mais visiblement, si AMD était prêt à optimiser un petit peu plus ces choses, il pourrait se rapprocher énormément de ce que fait Nvidia. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et comme j'ai dit, au niveau performance, comme vous pouvez voir, là, c'est les performances dans 11 jeux en 1440p. La 4070 des fois sera plus performante, mais ça varie énormément. Il y a des jeux qui sont mieux optimisés Nvidia, des jeux mieux optimisés AMD. Et comme vous pouvez voir, dans cette section de jeux, y compris Cyberpunk 2077, en moyenne, la 7800 XT undervoltée à mort était 1% plus performante que la 4070 Thunder Edition. Donc plutôt intéressant. Alors ça ne veut pas dire que vous aurez les mêmes résultats, tenez-en compte, il y a un petit peu une loterie ici des GPU où des fois vous ne pourrez pas undervolter autant votre 7800 XT, mais peut-être que certaines personnes pourront encore plus l'undervolter. Donc ça montre aussi qu'il y a de la marge pour l'optimiser et avoir une carte qui est quand même pas mal efficace au niveau énergétique, tout en restant très performante. Alors évidemment, Nvidia a toujours selon moi un avantage au niveau de tout ce qui est ray tracing, si ça vous en préoccupez. Personnellement, je suis en mode, le ray tracing c'est vraiment cool, mais j'en ai pas forcément besoin. Il y a des jeux qui sont très beaux sans ray tracing, donc c'est pas mon argument d'achat principal. Mon argument d'achat principal serait peut-être plus au niveau même de l'encodeur Nvidia qui est meilleur que l'encodeur AMD, mais ça c'est parce que je l'utilise souvent en tant que créateur de contenu. Mais ouais, vous devez regarder selon ce que vous allez utiliser votre carte graphique évidemment. Mais si la consommation était un argument pour vous, peut-être regarder l'undervolting. J'ai sorti une vidéo là-dessus, je vous rappelle. Donc, vous pouvez la suivre pour justement atteindre le même genre de résultat sur une 7800 XT si vous en avez justement acheté une. Vous aurez bien fait une vidéo de test là-dessus. J'ai fait évidemment un test à 7800 XT, mais depuis, elle est repartie pour information vers un autre testeur. Donc, je ne l'ai plus sous la main, donc je ne pourrais pas retester justement ce potentiel d'undervolting. Mais apparemment, pas mal de chaînes l'ont testée et elle est bonne en undervolting et elle est aussi pas mal bonne en overclocking. Ensuite, une petite news rapide qui est moi assez ironique au final, mais c'est dû au fait que vous avez évidemment le nouveau Odyssey Neo G9 de Samsung qui va sortir, qui est basiquement un écran ultra wide avec deux écrans 4K l'un à côté de l'autre. Et le truc, c'est que même si cet écran est capable de faire du 240 Hz avec une résolution de 7680 pixels par 2160, il n'y a que les cartes AMD qui peuvent vraiment atteindre ces chiffres-là. Parce que la 4090, comme elle n'utilise pas le DisplayPort 2.1, elle est limitée à une bande passante qui lui permet de seulement faire du 120 Hz sur cet écran. Alors, 120 Hz, c'est toujours bon, mais quand vous achetez un écran aussi cher pour profiter de 240 Hz, ça fait un petit peu mal quand même. Donc, juste pour dire que je comprends toujours pas, personnellement, quand la 4090 est sortie. Alors, Nvidia a précisé quand la 4090 est sortie que comme le DisplayPort 2.1 n'était pas encore tout à fait finalisé, ils n'ont pas pu le mettre sur la carte. Mais pour moi, je comprends pas trop que il n'est pas... Des fois, ça arrive que vous avez des constructeurs qui rétroactivement
réactivent une fonctionnalité qu'ils ont prévue en fait. C'est le cas notamment avec les téléviseurs LG, les C1 avaient des ports HDMI 2.1 avant que l'HDMI 2.1 soit vraiment disponible. C'est parce qu'ils avaient prévu, les specs étaient déjà là en fait. Même si ce n'était pas finalisé, les specs étaient déjà là, donc ils ont prévu un port qui pouvait vraiment atteindre ces vitesses-là. Et rétroactivement, ils ont pu l'activer via une mise à jour firmware. Mais là, peut-être que Nvidia aurait dû faire la même chose. Ils auraient dû prévoir un port DisplayPort super biffé, genre qui est capable d'atteindre les bandes passantes théoriques du DisplayPort 2.1, et puis après rétroactivement l'activer si tout va bien et si ça fonctionne. Mais ils ne l'ont pas fait. Et du coup, maintenant, vous avez une situation très étrange où, oui, la meilleure carte graphique pour jouer aux jeux vidéo ne peut pas être utilisée sur le meilleur écran pour jouer aux jeux vidéo, ce qui est assez ironique quand même. Après, peut-être, ceux qui sortent les théories du complot vont peut-être dire « Ah, peut-être qu'ils ont fait ça pour forcer les gens vers une future 5090 ou une 4080 Ti ou une 4090 Ti. » Peut-être, je ne sais pas. Ensuite, on a une petite news heureuse très rapide sur le projet Gutenberg, qui fait évidemment référence à Gutenberg, l'inventeur de la presse, qui a révolutionné le domaine du livre là très longtemps. C'était en 1500, il me semble, je ne sais même plus trop. Et là, un petit peu comme Gutenberg, ce projet a pour but de révolutionner un petit peu le domaine de l'audiobook. Et du coup, vous avez 5000 audiobooks gratuits qui sont disponibles grâce à ce projet. Et ça utilise basiquement une IA pour lire ces livres. Et tous ces livres sont dans le domaine public, donc ce sont des livres gratuits, et donc ça permet de les rendre accessibles à des personnes qui ne pourraient pas les lire, notamment des personnes qui ont des problèmes de vision ou qui sont tout simplement aveugles. Vous avez aussi le fait que certaines personnes préfèrent les audiobooks, ils ne veulent pas lire un livre. Donc ces personnes-là pourraient lire des classiques justement de cette manière-là. Donc c'est une bonne chose globalement. Ça montre aussi une bonne utilisation de l'IA qui est positif, contrairement à ce qu'on voit ces derniers temps où c'est pas toujours positif. Donc bien, c'est une bonne chose. Ils vont continuer de rajouter plus de livres. Comme je le dis, c'est fait par IA, donc l'IA a juste à lire le livre. Ça semble être plutôt bon aussi, c'est meilleur que le text-to-speech, parce qu'il y en a qui vont être en mode « Oh, moi j'utilise le text-to-speech ». J'utilise aussi personnellement. Si vous avez des livres audio, bien souvent, vous avez même un mode lecture sur les navigateurs qui vous permet ça permet de faire une interface spéciale pour la lecture, et bien souvent, vous avez un mode text-to-speech disponible. Donc, vous pouvez lire un livre, mais ici, c'est une IA, donc c'est pas juste du text-to-speech normal qui, des fois, a des grosses ratées, on peut être honnête. Quand vous avez des abréviations, notamment, le text-to-speech a énormément de mal. Ici, c'est intelligent. Donc, ça vous donne un résultat plus proche d'un vrai audiobook où les choses sont lues. On dirait que c'est lu par un vrai humain, en fait. La voix aussi a un côté un peu plus naturel parce que le text-to-speech, des fois, c'est très genre « Oh, John a ensuite ouvert la porte. » Enfin, c'est une voix très mécanique. Donc là, c'est bien meilleur. Donc, globalement une bonne chose. Et enfin, on a une dernière news au niveau de Starship et au niveau du fait que, je vous rappelle, SpaceX est prêt à faire leur deuxième vol orbital de Starship avec un nouveau booster et un nouveau ship qui ont été largement améliorés par rapport au premier. Et aussi une chose qui a été pas mal améliorée, c'est le pad de lancement avec notamment un système de déluge d'eau. Donc ça propulse de l'eau devant les moteurs pour absorber la force de ces moteurs, les ondes notamment de choc qui pourraient détruire le pad. Et du coup, le FAA pour information, a sorti plus d'informations par rapport à ça. Et mauvaise news pour un peu tout le monde, c'est le fait qu'il y a une nouvelle étude, notamment écologique, qui doit être faite donc, sur l'impact de ce système de déluge. Donc, comme il rejette beaucoup d'eau, cette eau pourrait affecter les animaux, et notamment les oiseaux qui vivent aux alentours du pad de lancement, parce qu'il y a une réserve naturelle d'oiseaux qui est juste à côté du pad, pour info, et donc ça pourrait affecter ces oiseaux-là. Donc une étude doit être faite, et cette étude, pour information, pourrait prendre de 35 à 130 jours, un truc dans le genre, donc ça peut être massif au niveau temps. Alors ça ne prendra certainement pas une centaine de jours, mais le délai minimum est quand même de 35 jours. Alors ça pourrait être accéléré. Peut-être que SpaceX va donner plus d'informations et le FAA va faire en sorte d'accélérer ce processus qui est, on peut le dire, assez long. 35 jours pour étudier ça, c'est plutôt long. Mais quoi qu'il arrive, pour ceux qui se demandent
pourquoi le vol n'a toujours pas été programmé, malgré le fait que SpaceX est littéralement prêt. Ben, c'est dû à ça. Ils attendent toujours la licence de lancement de l'agence aérospatiale américaine. Parce qu'ils ne peuvent pas lancer Starship tant qu'ils n'ont pas ce permis, on peut le dire, cette licence qui leur dit « Hey, tu peux y aller ». Et cette licence est retardée à cause de cette étude, notamment écologique. Il y a aussi d'autres trucs qui devaient changer, pour info, mais ça, certainement, c'est des trucs qui peuvent changer assez vite, qui ne devraient pas prendre trop de temps pour avoir justement la licence. Le vrai retardataire ici, c'est cette étude écologique. Donc on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, personnellement, je suis très impatient et je ne manquerai pas de couvrir le lancement en live si je suis en tout cas disponible à ce moment-là. Donc gardez un œil ouvert, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et je ferai justement le live sur YouTube et on parlera justement de tout ce qui est au niveau du lancement et on célébrera ensemble le lancement et on le regardera et j'espère que SpaceX atteindra une orbite stable avec, en tout cas, une orbite avec justement ce deuxième modèle de Starship. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un pouce rouge. Si vous avez des sentiments plus complexes, vous pouvez laisser un commentaire et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.